Quelle langue parle-t-on en France? Réponse, le français. Cela dit, regardez autour de vous. Alors, êtes-vous toujours aussi sûr de parler français? C'est la question que vous pose Étiamble dans un livre percutant, Parlez-vous franglais? Monsieur Étiamble, vous avez donc inventé un nouveau langage, le franglais. Je crains en effet qu'on ne m'accuse de l'avoir inventé. Je n'ai inventé d'ailleurs ni le mot ni la chose. Le mot m'a été donné, généreusement, sans qu'il le sût du reste par M. Maurice Rat, chroniqueur de François, qui a fait un jour une excellente chronique sur le fragnol, langue bâtarde qui se parle dans les pays d'Amérique espagnole, mélange de français et d'espagnol, et il pensait que nous étions en passe de parler une langue analogue qu'il a baptisée le franglais. Donc, me parut très bon, et je l'ai adopté. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et si M. Maurice Rat, du reste, parlait du franglais, c'est qu'il avait, comme moi, constaté que cette espèce de cancer de la langue française gagnait de semaine en semaine et de jour en jour, en attendant qu'il gagne d'heure en heure. Vous en donnez quelques exemples dans votre livre Parlez-vous franglais, qui vient de paraître dans la collection Idées chez Gallimard, et vous racontez une sorte de roman en franglais qui commence ainsi, je cite, « Je vais d'abord vous conter une manière de short story. Elle advint à l'un de mes pals, un de mes potes, tantôt chargé d'enquête full-time, tantôt chargé de recherche part-time, dans une institution mondialement connue, le CNRS. Comme ce n'est ni un businessman, ni le fils naturel d'un boss de la cité et de la plus glamorous ballet dancer, etc., etc., j'ai l'impression tout de même, monsieur, vous en avez un tout petit peu rajouté. » Excusez-moi, j'en ai beaucoup enlevé, car on me reproche précisément, depuis que j'ai publié ce livre, de n'avoir pas cité tel mot, telle autre expression, que des quantités de correspondants bénévoles m'adressent, mais c'est que ce livre n'est qu'un tout petit résumé de ce que j'ai dans mes fichiers. J'ai une dizaine de fichiers de 35 à 40 cm de long, bourrés de mots d'anglais, de calques de l'anglais et de mots français qui sont employés désormais avec l'acception sémantique qu'ils ont en anglais. Vous dites franglais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire plutôt franco-américain ou bien d'un mot que vous employez ici et qui me ravit, le sabir atlantique? La vérité, c'est que si je dis franglais, c'est parce que le mot est percutant, et qui, je pense que dans un cas aussi grave que celui-ci, il faut frapper vite et fort, mais d'autre part, le franglais ne correspond pas exactement, en effet, à la situation présente. Le franglais correspond très bien à ce qu'était la France relativement à l'anglais depuis Voltaire et le XVIIIe siècle. C'est Voltaire le premier, à ma connaissance, qui est écrit, par exemple, un certain mot anglais qui se prononçait Jacques ou Yak, qu'il est écrit Y-A-C-H-T, ce qui permet à tous les Français maintenant de prononcer yacht. Les Anglais ne prononcent pas yacht, naturellement. Mais au XVIIe siècle encore, on écrivait le yak du roi d'Angleterre et tout le monde savait prononcer. Maintenant, les Français ne font plus comme Voltaire, ne parlent plus anglais, ils parlent américain, et c'est pourquoi, en effet, j'ai appelé cette langue le sabir atlantique, sabir parce que c'est une langue au niveau le plus bas, le sabir, et atlantique parce qu'elle correspond à cette civilisation atlantique qu'on avait un moment espéré, ou espéré définir à partir de 1945. Est-ce que vous avez l'impression que cette invasion anglo-américaine ou américaine gagne ces dernières années? Il aurait fallu naturellement, pour pouvoir calculer la vitesse d'accélération, faire des travaux que je n'ai pas le temps de faire, mais je puis vous assurer, moi qui travaille sur la question depuis 1944, que l'accélération est rapide. J'ai commencé à étudier cela quand je suis rentré d'Amérique en Égypte pendant la guerre et que j'ai vu la presse égyptienne de langue française. J'ai été atterré. Je me suis dit, il n'y a plus d'agences françaises assez abondantes pour fournir la presse, on se sert des agences américaines, on traduit un peu vite, je connais le métier, j'ai travaillé là-dedans, et c'est souvent difficile de traduire vite. Eh bien, je suis rentré en France et j'ai vu que la presse française en était déjà à sabiriser. Et puis, d'année en année, ça s'est aggravé, si bien que j'ai fait, je crois, vers 52, un premier article, ou même un peu avant, enfin vers 50-52, un premier article dans l'État moderne, et j'ai continué ensuite à étudier la question. C'est devenu si grave que j'ai décidé de faire 3 ans de cours en Sorbonne sur la question. Sur la question, sur ce programme, en somme, parlons français. Je vous prie de m'excuser, je voudrais dire 2 mots au caméraman. Alors, s'il vous plaît, vous devez être en plan américain maintenant. Okay. J'aimerais que vous me fassiez un travelling au zoom, de façon à avoir un bon close-up, hein, un bon close-up. Et moi, vous me gardez off, évidemment. Je reste off. Il faudrait tout de même que la script note tout ça, parce que sinon, on va avoir des catastrophes. Bon, ça va pour le close-up? OK.
Merci. Vous savez, j'ai pas exagéré, moi non plus. Vous voulez me donner un infractus, comme disent les gens qui parlent bien le français médical, lequel est d'ailleurs contaminé aussi beaucoup de franglais. Mais il y a quand même une objection. Ces mots que je viens d'employer, c'est des mots de métier, c'est pas toujours commode à remplacer. Ce sont des mots de métier. J'ai déjà parlé de ça, je crois, même là-dedans. J'ai fait un article dans les cahiers de la télévision sur le jargon du plateau. Et je crois qu'on peut à peu près tout dire en français. Croyez-moi, je ne suis pas du tout chauvin ni nationaliste. Je ne fais pas ce livre-là par une espèce d'esprit de retour à la France d'avant 1789 et même la France du Moyen-Âge. Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Je fais cela parce que je pense qu'on peut être parfaitement, disons, humaniste et cosmopolite d'esprit au meilleur sens du mot, au sens socratique, et considérer que la société des hommes, au sens le plus général du mot, n'implique pas qu'une grande nation, qu'une civilisation importante comme la nôtre, renonce à ce qui la constitue au premier chef, c'est-à-dire sa langue. Où est-ce qu'on parle surtout, le sabir atlantique ou le franglais? Dans les grands hebdomadaires féminins, et on le parle d'ailleurs, c'est très frappant, on le parle d'autant plus que l'on s'adresse à des gens qui savent moins l'anglais. Car je crois qu'on peut dire honnêtement que plus on sait l'anglais, moins on est émerveillé d'un mot anglais. Tandis que si on ne sait pas du tout d'anglais, on a le sentiment de se hausser à quelque chose de sublime. Si on dit standinge au lieu de... Par exemple, aux États-Unis, si vous voulez vendre une voiture chic, une Cadillac, vous la dites deluxe. En France, une voiture de luxe, j'ai pu le vérifier par certains catalogues de grandes maisons françaises, une voiture de luxe se vend beaucoup moins cher qu'une voiture de standinge. C'est très significatif. Nous avons, nous, abandonné notre idée de luxe que nous donnons aux Américains qui nous la prennent, mais nous leur prenons le standinge. Ce qui prouve, entre nous soit dit, qu'il y a là, si vous voulez, une maladie générale du langage. Que ce qui est en France le franglais, c'est ailleurs autre chose. Aux États-Unis, par exemple, où j'ai vécu 4 ans, une gaine s'appelle une bien jolie. Un corsage ne désigne pas le corsage, mais la fleur qu'on porte au corsage. C'est donc une maladie générale. Mais il y a, disons, quelques dizaines de mots, mettons quelques centaines de mots français dans le vocabulaire américain moyen. Il y a des milliers de mots américains dans le vocabulaire français, et surtout dans le vocabulaire de nos enfants. J'ai fait faire une enquête sur les comics, ou sur les bandes illustrées. De mon temps, on lisait les Patents, on lisait des choses qui avaient encore allure française. C'était Croquignol, Ribourdingue et Filochard. C'était La Semaine de Suzette que je lisais bien, je fus ce garçon. Maintenant, c'est des comics, et dans ces comics, j'ai fait des statistiques, il y a plus de 500 mots américains, entièrement familiers, désormais à tous nos enfants de 9 à 12 ans. Et le résultat, c'est que dans une copie que je produis d'ailleurs d'élèves de 5e, tous les mots anglais, très nombreux dans la copie de français, si l'on peut dire, sont correctement écrits et que toutes les fautes d'orthographe sont sur des mots français. Est-ce que le franglais est une langue véritable? Est-ce que vous pouvez en dresser un dictionnaire? J'en ai dressé une grammaire, ici, que je voudrais plaisante parce qu'elle est très triste et que je crois que pour faire comprendre aux gens combien la chose est triste, il faut les faire rire. Et je suis en train de préparer un gros dictionnaire, si gros que je le recule de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Mais enfin, j'espère dans un avenir prochain, disons, j'espère d'ici 2 ans, pouvoir donner à mon éditeur un gros dictionnaire du franglais, dont un jour peut-être, je souhaite tirer un petit lexique que chacun aura dans sa pocket, comme on dit maintenant. L'affaire est in the pocket. In the pocket. In the pocket. Et alors j'aurai un petit lexique in the pocket pour corriger in the pocket et que ça soit enfin dans la poche. Vous êtes professeur, donc en défendant la langue française, vous faites œuvre de spécialiste, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même quelque chose de plus important qu'un simple problème de langage? Et si je suis quelquefois comment dirais-je, oui, presque agressif à ce propos-là, c'est que je suis très touché, c'est que je suis très inquiet. Je crois en effet qu'une civilisation ne survit pas si elle abandonne son langage. Et si vous voulez bien, je ne me rappelle plus par cœur la formule que j'ai prise en épigraphe de Sénac de Meillan dans L'Émigré pour expliquer pourquoi j'ai fait ce livre. Eh bien, une langue ne peut être dominante sans que les idées qu'elle transmet ne prennent un grand ascendant sur les esprits, et une nation qui parle une autre langue que la sienne perd insensiblement son caractère. Oui, je n'ai pas envie que la France perde son caractère, mais si nous abandonnons la langue, il ne restera plus rien à la France que le sabir d'un protectorat, il faut appeler les choses par leur nom, de l'Empire américain. Et est-ce que la conjoncture, est-ce que la situation présente vous paraît favorable à ce redressement? Je le pense, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors que depuis des années, je travaillais à cette question, j'ai écrit ce livre destiné à tous les citoyens français, un livre dans une collection bon marché. Je l'ai fait exprès pour que tous les Français puissent voir ce qui les menace. Et je crois qu'actuellement, en effet, nous avons marqué, et j'en suis heureux personnellement, que la France n'était pas un protectorat
de la politique étrangère américaine, et je crois que que tout se tient dans la cité, et que par conséquent, une politique qui nous rend indépendants des États-Unis, ou qui essaie de nous rendre indépendants des États-Unis, favorise en même temps l'indépendance langagière, de même que l'indépendance langagière favorisera notre indépendance à l'égard des États-Unis. Je me rappelle avoir lu dans ces revues militaires qui s'appelaient encore françaises en ce temps-là, ou qui se croyaient françaises, des articles où l'on disait expressément, pour pouvoir bien servir dans l'armée atlantique, il faut penser comme des Américains et par conséquent, il faut parler américain. Eh bien, je dis que quant à moi, et je l'ai dit et je l'ai écrit, je n'ai pas envie d'avoir pour épitaphe Captain Etienne. Je suis capitaine de réserve. Eh bien, je veux bien être enterré capitaine Etienne, mais j'ai pas envie de me faire tuer pour être tué sous l'étiquette de capitaine.